Alors bonjour à tous, bienvenue sur DailyFix, bienvenue au rendez-vous des scalpers. Nous sommes le mercredi 16 mars 2016, une longue journée qui s'annonce pour les marchés financiers, avec ce soir la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, alors qui sera probablement une non-décision de politique monétaire, mais en fait un rendez-vous monétaire n'est jamais un simple statu quo, puisque souvent, très souvent, et tout le temps d'ailleurs, il est accompagné soit d'un communiqué de presse, soit d'une conférence de presse, soit des deux. Et ce soir, ce sera le cas donc un communiqué, une conférence de presse, des questions-réponses et derrière donc un impact sur les actifs concernés. Alors, cette décision ne sera pas sur les taux, la politique monétaire conventionnelle de la Fed, elle ne sera pas modifiée, à en croire les probabilités de marché, alors qui sont basées sur le prix des contrats à terme. Voilà, la Fed n'a pas relevé ses taux ce soir. Par contre, elle peut évoquer la suite. Et c'est finalement ça qui compte. Le marché cherche avant tout à évaluer ce que fera la Réserve fédérale des États-Unis ces prochains mois. Et en l'état, si la Réserve fédérale occulte l'événement de ce soir et se projette déjà sur le printemps, en insistant sur le fait que oui, au printemps, elle fera quelque chose, et bien là, le dollar US pourrait remonter. Alors, je vous laisse prendre connaissance de cet avertissement. Trader sur marge comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur, car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. J'ai toujours pensé, et vous le savez, hein, si vous écoutez régulièrement mes émissions, et puis finalement c'est une phrase que je ressors à chaque fois à ces moments-là, les stratégies de trading sont toujours à mettre en place en amont des événements monétaires. Mais le jour J, je regarde. Alors, pour les stratégies intraday, c'est clairement ce qu'il faut faire. Pour les stratégies de court terme, idem. Alors, le court terme, pour moi, c'est quelques séances, ou c'est le day trading. Typiquement hier, acheter l'euro-dollar sur son support à 1,1080, le couper direct sous la première résistance à 1,1120, 40 pips, il y avait 40 pips à faire à l'achat hier, pas plus. Ce type de stratégie, aujourd'hui, ça sert à rien. C'est trop dangereux, ou éventuellement quelques heures avant l'événement monétaire. Par contre, les stratégies de trading sont à mettre en place en amont des grands rendez-vous monétaires, mais le jour J, on observe, ça ne concerne pas les stratégies de moyen long terme, qui elles sont sans effet de levier ou avec un très faible effet de levier, et une gestion du risque extrêmement large, c'est-à-dire des objectifs de cours à plusieurs centaines de pips, et idem pour la gestion du risque à plusieurs centaines de pips. Donc sur ces trois horizons de temps, je dirais qu'aujourd'hui, seul le moyen long terme ne sera pas concerné par le non-trading. Alors, ah, alors donc, que dire. Oui, là, donc, le marché va se concentrer là-dessus. En l'état, ce soir, il n'y a même pas d'enjeu. D'ailleurs, avant de parler des enjeux, on va peut-être parler des horaires. Hein. C'est important aussi, puisque j'ai déjà pu lire ça et là que, attention, ce soir, 20h, décision de politique monétaire, 20h30, conférence de presse, pourtant c'est pas le cas. Faites donc attention à cela. Voici les vraies heures aujourd'hui pour l'agenda macroéconomique américain. 13h30, important rendez-vous, puisqu'il s'agit de l'indice des prix à la consommation, celui-là même qui, en décembre dernier, a dépassé l'objectif de la Réserve fédérale. Alors attention, c'est l'inflation à la consommation, l'IPC, celui qui est commun des banques centrales. En plus, c'est le sous-jacent, donc voilà, c'est vraiment la version la plus optimiste, on va dire, et forcément, voilà, elle a dépassé la cible de la Fed, mais il y a d'autres indicateurs d'inflation, puis il y a plusieurs lectures de l'inflation, bref, en tout cas, celui-là l'a dépassé. Donc à 13h30. Ce chiffre, il est important parce qu'il a le pouvoir, avant même la Fed et la conférence de presse, d'agir sur quoi? D'agir sur ça. Les anticipations d'action de la Fed le 27 avril, le 15 juin, le 27 juillet, le 21 septembre, le 2 novembre, le 14 décembre. Je viens de vous lister toutes les dates importantes de l'année pour la Réserve fédérale. Donc, quelques heures avant la décision de politique monétaire de la Fed et surtout cette conférence de presse qu'on suivra en direct ce soir, cet indicateur à 13h30, heure de Paris, a le pouvoir déjà d'influencer les cours. Ça ne va pas jouer sur ce que ce soir le FOMC va annoncer. Le communiqué sera déjà rédigé, mais ça va influencer les prochaines réunions monétaires. Et finalement, le marché n'est que perspective. Donc, en fait, ce soir, l'enjeu, il est le suivant. Déjà, on va suivre cette statistique. Au niveau des taux, la Fed ne fera rien. Donc, je vous rappelle que c'est 0,50. Alors, comment ça marche les taux? Et la conférence de presse est 19h30.
19h30 heure de Paris. Alors pour ceux qui se posent la question, les taux de la Fed, c'est pas comme celui de la Banque Centrale Européenne, le taux de refinancement, hein, le taux principal. Celui de la BCE, c'est 0,0. Celui de la Réserve fédérale des États-Unis, c'est un range. C'est un range. Alors en décembre dernier, on est passé d'un range 0,025 à 0,25, 0,50. Regardez, nous sommes le 16 mars 2016. La probabilité que l'on bascule sur le range supérieur, qui est donc entre 0,50 et 0,75, mais vous allez lire partout que c'est 0,75, c'est le haut du range, elle est de 4%. Ça ne va pas changer ce soir. Même si l'inflation ressort à, je dis n'importe quoi, à 3%, ça va rien changer sur la décision de ce soir. Par contre, si on a une inflation à 3%, ce qui ne sera pas le cas, ça va forcément agir sur cette probabilité-là, et plus important, celle de tous les enjeux le 15 juin prochain. C'est là où la Fed, c'est là où il y a un équilibre des forces entre les anticipations de marché. Et donc, en fait, ce qui va être important dans le communiqué de presse, dans la conférence de presse de Madame Yellen, ce sera de savoir si justement elle se concentre sur cette période temporelle du printemps, ou si elle met plutôt en avant les risques. En fait, tout va dépendre de sa lecture des risques. Soit elle a une vision modérée des risques, soit réellement elle s'inquiète. Un peu à l'image la semaine dernière, rappelez-vous, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande qui, elle, a vraiment listé les risques, alors carrément dans son premier paragraphe, et puis derrière la baisse de taux. Donc c'était plutôt... ou encore la Banque de réserve d'Australie, hein, qui dans ces minutes n'exclut pas d'abaisser encore ses taux cette année. Bon, bref. Allez, voilà, donc on aura le temps d'en reparler ce soir. C'est quand même une émission intraday. On va donc se focaliser... Alors attendez, on va tout regarder. On va donc se focaliser sur le marché. Alors le DAX, depuis hier, rien n'a changé. Le niveau des 9900 points sur le DAX reste support. D'ailleurs, ce matin, la Banque Populaire de Chine a coupé un de ses taux d'intérêt de 25 points de base, hein, au passage. Voilà, bon, l'action monétaire de la PBOC n'agit plus réellement sur les cours, mais voilà. En tout cas, c'est un facteur de soutien. Donc, regardez bien ces bougies japonaises en données 4 heures. Ici, vous avez la tentative d'accélération qui a fait suite, qui a eu lieu donc dans la demi-heure des annonces de la BCE. On a clôturé à 9900, puis le rejet lorsque Mario Draghi a annoncé que la BCE n'adopterait pas de taux négatif, puis la reprise du lendemain avec un gap haussier lorsque Wall Street a finalement bien clôturé, la tentative de dépasser les 9900 points, et désormais 9900 est support. Donc pour le moment, ce que l'on peut dire sur le DAX, je vais zoomer, et honnêtement le marché est en train de refaire, si vous me permettez l'expression, la même erreur que la semaine dernière. C'est-à-dire que la volatilité est en train de s'écraser, tous les marchés concernés se mettent en position d'attente, mais dites-vous bien que ces marchés se mettent en position d'attente, mais il y a des positions ouvertes de partout, et avec des ordres, des stops ou des objectifs de cours qui encadrent toutes ces positions ouvertes. Donc le marché décide de faire ce choix, la vol s'écrase, c'est-à-dire que prenez par exemple ces bougies horaires, j'ai jamais vu une session asiatique comme ça fait longtemps. On a une amplitude, une vol de combien de... Même pas 30 points sur le DAX. Ce qui ce soir annonce ça. On va revivre quelque chose de similaire. Alors forcément, pour une position ouverte ce soir en intraday, est-ce que vous pensez qu'une position ouverte en intraday peut survivre à ça? À moins de couper son long ici et de couper sa vente là. Et d'avoir shorté ici. Mais après coup, c'est facile. Mais lorsque le chandelier se dessine, on ne sait absolument rien. Pourquoi j'estime que c'est vraiment risqué de trader en intraday aujourd'hui. Voilà. J'envisage quelque chose comme ça. Surtout que on refait ce type de... c'est même pas des toupies, hein, c'est des nano chandeliers, donc il se passe rien. Donc ce qu'on peut dire pour l'instant sur le DAX, c'est que le marché travaille 9900 points. Il n'y a pas de dynamique ce matin, mais que ça reste quand même un niveau de support qui tient. Et au fond, le marché, il est vrai, envisage une réserve fédérale accommodante. Donc tout va en réalité dépendre de la façon dont Wall Street va s'ajuster. En réalité, ce soir, DAX, CAC et consorts vont simplement réagir en
corrélation directe à ce que décideront les investisseurs US. Prenez par exemple l'indice S&P 500. Bon, le SP500 s'est mis en position d'attente. Alors il a bien monté depuis le 11 février, avec ce magnifique double bottom, la cassure de la ligne de coup le 1er mars, engageant la cible des 2000 points, on l'a dépassé. Et maintenant 2000 points et support. Et si je zoome sur les tout dernières bougies japonaises en données horaires du SP500, là pour le coup ce sont des toupies. Donc en position d'attente, en l'état, le SP500 est toujours bien orienté. Si la Fed livre une approche accommodante, parce que encore aux États-Unis, un resserrement monétaire agressif de la Réserve fédérale, c'est perçu comme un thème d'inquiétude. Mais techniquement parlant, on a toujours le sentiment que ça pourrait remonter, hein, puis chercher les 2033, les 2044 et les 2060. Enfin bref, revenir travailler cette oblique et faire la target théorique du marché. Donc voilà, c'est concrètement ce qu'attendront les marchés actions européens qui là sont complètement anémiques, qu'il s'agisse du CAC ou du DAX. Bon voilà, vous voulez faire quoi avec ça? Même franchement, même en horaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors il y a 9900 qui est un niveau. Alors, après on peut zoomer, hein, on voit qu'il y a une dynamique de reprise là, ok. Alors éventuellement un marché qui pourrait réagir au chiffre de l'inflation US, à savoir que bon, si elle dépasse pas trop les attentes, plutôt renforcer l'approche accommodante des investisseurs. Mais au fond, le DAX, voilà dans quoi il s'est installé. Hein, si je le décortique ce mouvement, hop. Mais c'est 100 points en fait, c'est 9900, 10 000. Voilà, concrètement, hein, c'est le range dans lequel le GR30 s'est installé. Alors, est-ce qu'on est parti pour revenir chercher la partie haute? Ça en prend le chemin. On a un niveau intermédiaire ici. Si on les continue de les empiler en données horaires, pourquoi pas revenir tester 99-88, mais là franchement, conviction hyper moyenne, mais c'est le momentum actuel. Bref. Le FX. Alors, l'euro-dollar. Alors, hier, vous connaissez... Alors, vous avez ici donc la jambe de hausse de la BCE. La figure de transition latérale, on a beaucoup parlé hier dans nos émissions du rôle pivot des indices 60. Je vous ai montré un certain nombre, un an d'historique montrant l'importance des clôtures D1 vis-à-vis donc de ce niveau des indices 60 $. Le marché hier à l'ouverture du morning meeting tombe dessus, se reprend, bloque à 1,1120. Et là il est en train de retomber, mais très légèrement. L'euro-dollar va réagir au chiffre de l'inflation aux États-Unis. Mais l'euro-dollar sortira de ce range avec la conférence de presse de Janet Yellen et le communiqué de presse aussi peut-être dès 19 h. Alors honnêtement, je vais vous dire, je ne présage pas du sens de sortie. Sur le plan technique, forcément, impulsion, range, on peut avoir le sentiment que c'est une structure de pause avant de remonter. Mais franchement, voilà, moi je pense qu'on trade en intraday ou en swing avant les événements monétaires. Donc depuis la semaine dernière, je m'intéresse à l'achat du support à 1,1060, 1,1080. Aujourd'hui, franchement, je préfère regarder. Ou sinon, si le marché retombe, va le chercher juste avant, peut-être il peut commencer un peu à réagir, mais tenir la pause, ça va balayer dans tous les sens. Le problème aujourd'hui de réappliquer la même stratégie, imaginons un long à 1,1065, bon bah, le stop mettez 15 points en dessous, et un stop ça résiste pas à une vol de banque centrale, surtout lorsqu'on se met encore en position d'attente avec une vol qui s'écrase et qui va exploser ce soir. Bref, traite pas l'euro-dollar aujourd'hui. Alors, la livre sterling s'enfonce. Là, pour le coup, on a quelque chose de véritablement concret. La livre sterling s'enfonce. Demain, après la réserve fédérale, on a quand même deux banques centrales importantes, hein, Banque nationale suisse. On va pas reparler de l'euro CHF, mais si ça vous intéresse, je peux quand même le commenter. Et le GBP s'enfonce. Pour le coup, techniquement parlant, c'est propre. En données journalières, on a un chandelier de cassure hier sur le GBP USD, qui est la réintégration des 1,4250, résistance en données hebdomadaires que le marché a tenté de dépasser le 11 mars pour finalement réintégrer. Et c'est vrai qu'on avait en anticipation ce qui s'apparentait à une divergence baissière cachée en D1. Alors la perspective, c'est de voir la livre sterling retomber.
Attention tout de même aujourd'hui au positionnement sur le dollar US, parce que si ce dollar US est sous pression, GBP USD se stabilisera. Au contraire, si le dollar s'envole avec une réserve fédérale qui réellement réaffirme sa volonté de relever ses taux cette année, celui-ci chutera fortement. Mais dans tous les cas, je pense que demain, GBP chutera avec la BOE. USD Yen, c'est vraiment propre. La réaction hier sur le range. 112,60 et ça repart. On est toujours sur ce marché après la jambe de baisse entre 122 et 111 yens, en train de construire un puissant range entre 111 et 115. Mais en fait, c'est en train de prendre la forme d'un triangle. Donc en réalité, le jour où le marché sortira de ce triangle, ça permettra d'une part d'anticiper un retour à 111, mais je pense derrière une cassure des 111 pour retomber et aller chercher les fameux 106 yens qui sont donc l'objectif moyen long terme. Donc là on remonte sur l'USD Yen. On remonte parce que le marché attend une Fed accommodante, donc ça soutient le risque. Le yen est un peu vendu. Le dollar US remonte aussi un peu. Il n'empêche que la zone des 114,80 est toujours idéale pour une stratégie de vente. Entre 114 et 114. Donc moi c'est une zone qui m'intéressera toujours ici pour vendre, si le marché y remonte. Et la UD USD, eh bien, alors, je sais pas ce que fait ce marché, il fait plus rien. Il fait pas ce choix technique. Enfin, c'est toujours frustrant quand on identifie deux possibilités et que le marché décide de ne pas faire le choix technique. Le choix technique, l'alternative, elle est la suivante 0,7450 ou 0,7385. 0,7450, c'est un niveau de support, premier support horizontal. Ok. 0,7385, c'est la ligne de coup du puissant double bottom qui a été activé ici fin février. Alors, hier j'ai attendu que le marché fasse son choix et il ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il est toujours sur 74,50. Alors, si certains ont acheté 74,50, vous êtes à votre prix d'entrée. Voilà. Mais vous n'êtes pas gagnant pour autant, parce qu'on n'a pas cassé de résistance. Je dirais que pour avoir la confirmation que 74,50 était le bon point d'entrée, il faudrait refranchir 74,80. Mais là, c'est pas le cas. Donc, j'ai pas la réponse. C'est toujours en position d'attente. Le NZD-USD est complètement neutralisé entre l'action, l'impact baissier de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande et le dollar US qui a corrigé depuis fin janvier. Alors par contre ça peut être éventuellement intéressant là, il y a un support horizontal 0,6562, on y revient, 0,6562, support, bon support. Eh bien écoutez, pourquoi pas. Il y a une chose qui est intéressante sur le NZD-USD, c'est que finalement ce marché s'installe en range depuis début février. Il a tenté d'en sortir en mars, mais il a échoué parce que vous avez eu l'impact USD-RBNZ en neutralisation. Ce qui le maintient en range, la meilleure façon de constater qu'il s'agit d'un range, c'est de voir les oscillations du RSI de part et d'autre du niveau des 50. Ce qui signifie que vous avez là un range trading. La façon d'exploiter un range trading, c'est en analyse technique appliquée au trading l'application la plus simple. On achète le support, on vend la résistance. Sans réellement se poser la question de la tendance, si on croit au développement continu du range trading. Donc j'irai jusqu'à vous dire que acheter 0,6560 peut être une stratégie aujourd'hui, même si je n'aime pas le trading intraday un jour de banque centrale. J'ai toujours pensé qu'on tradait en intraday ou en swing en amont des grands rendez-vous monétaires. Seuls résistent à ces rendez-vous monétaires les stratégies de moyen long terme, sans effet de levier ou faible effet de levier, avec une gestion du risque extrêmement large. Des stops à plusieurs centaines de pips, des objectifs de cours à plusieurs centaines de pips. Ça, c'est la définition du moyen long terme. Donc, le directionnel aujourd'hui en intraday me paraît hyper risqué. La vol qui s'écrase nous promet un rendez-vous de volatilité proche ou tendant vers celui de jeudi dernier. Alors pourquoi pas se reporter vers du range trading. En tout cas, il existe un support sur ce 65-60 $ ici sur le NZD USD. Allez, maintenant je vais passer à vos questions après avoir couvert les indices et les paires majeures avant de laisser la parole. Donc, alors,
j'aurai l'occasion de rescénariser d'ici ce soir, hein, puisque je vous retrouverai au Morning Meeting, au Wall Street Insider, ainsi que à partir de 18h45. Et non, j'ai pas parlé de l'USD-CAD, en effet. Il faut à chaque fois que j'en oublie une, alors je vais aller la chercher. Alors, l'USD-CAD, eh bien, lui non plus n'a pas fait... Alors, il y a deux choses sur l'USD-CAD. Tout d'abord, le marché interrompt 8 semaines consécutives de baisse. Le marché interrompt 8 semaines consécutives de baisse, il ne signifie pas qu'il inverse 8 semaines consécutives de baisse. Alors, de la même façon, le pétrole a interrompu sa phase de reprise, ce qui ne signifie pas qu'il l'a inversé. Sur le plan technique, on a une divergence haussière qui n'est pas active, parce qu'elle peut encore se transformer en un drapeau de momentum, et au niveau des prix, le marché a choisi de s'établir dans un range entre 1,3230 et 1,34. En l'état, l'USD-CAD vous livre deux bornes, deux niveaux de prix, qui derrière sont deux stratégies presque à déclencher automatiquement. Alors je m'explique plus précisément. Marché brise 1,34, c'est réellement la fin du repli du taux de change USD-CAD, ce qui sera dû, je pense, à la fois à un USD soutenu par une réserve fédérale agressive, non pas pour ce soir, mais davantage pour ces réunions du début de l'été prochain. Et au contraire, une cassure des 1,3230 voit la reprise, la chute de l'USD-CAD se prolonger. C'est une Fed accommodante. C'est un pétrole qui poursuit son rebond technique, ou un peu des deux. J'arrive pas, si vous voulez, il y a deux, dans l'équation, il y a deux facteurs. Je ne peux pas les pondérer. Il faudrait vraiment faire des calculs, bref, peu importe. Donc, on l'état l'USD-CAD à court terme, là, reste dans son range, et n'en est pas sorti. La contradiction de momentum permet d'envisager donc le maintien de ce range. Par contre, il y a deux possibilités, ça peut être ça. Alors ça, c'est le pire des scénarios pour ceux qui pensent qu'on a fait un point bas, c'est le drapeau de momentum. Cela peut être aussi une vraie divergence haussière inversant la tendance, et cela sera donné par, c'est simple, prenez l'USD-CAD en D1 et reportez-vous à la séance du 7 décembre 2015. Allez-y, hein, vous pouvez le faire là tout de suite. Donc sur l'USD-CAD, allez voir la séance du 7 décembre 2015. Vous avez un chandelier D1 de cassure des 1,34. C'est ce chandelier-là dont le marché a besoin pour transformer cette contradiction de momentum en une divergence haussière de momentum retournant la tendance des prix. Voilà. Donc pour l'instant, on ne l'a pas, ce chandelier. Alors, beaucoup de questions. Donc Sabateka, bonjour Ezekiel, petit bullback vers un 36,40. Un peu risqué, j'estime qu'il y a un potentiel de rebond. Bah tout à fait, c'est certain qu'il y a un potentiel de rebond. Alors, bonjour Vincent, quand on fait l'addition des pourcentages dans le tableau, le total dépasse 100%. Ok, alors laissez-moi aller chercher. On va aller regarder ça. Je continue de... Voilà, valider les commentaires. C'est vrai qu'il y a énormément de questions. Alors, je ne vais pas avoir le temps de répondre à toutes les questions, mais je vais vous laisser entre les mains de Sylvain. Quelle peut être ce soir l'ampleur de la volatilité réalisée? Franchement, lorsque je vois le choix qu'est en train de faire le marché d'écraser la vol, ça peut être au moins aussi élevé que la semaine dernière. Le GBP Yen. Ok, on va regarder tout ça. Je poste aussi dans... Allez, donc Sébastien Lateka qui a donc tenté un achat de l'USD CAD pour viser 1,3640. Divergence haussière daily. Alors c'est vrai que moi j'ai besoin de voir le dépassement des 1,34 pour vraiment croire. Mais honnêtement, honnêtement, on brise 1,34 avec une belle cassure. Mais je suis complètement d'accord, on prend 300 pips, ce serait une superbe stratégie d'entrée. Alors, je n'arrive pas à afficher le tableau des probabilités, donc on verra. Mais oui, ça c'est certain que j'ai presque envie de dire qu'on peut envisager une stratégie d'achat sur cassure, mais attention. En tout cas, il faut clairement se préparer à un signal de trading. Pour l'instant, l'USD-CAD reste en range. Et si, par expérience, j'ai tellement vu des divergences haussières se transformer en l'opposé, c'est-à-dire des drapeaux de momentum, donc c'est-à-dire qu'en fait, le RSI est prêt à casser par le bas son petit canal de reprise, je suis toujours hyper méfiant.
Par contre, lorsque le prix donne le signal, là derrière, on a vraiment plusieurs centaines de pips à aller chercher. Alors, le GBP Yen. Le GBP Yen s'établit dans un range après avoir chuté. Un range pour une bonne raison technique qui est que le niveau des 159,50 est très solide. Mais en même temps, il ne franchit pas sa toute première résistance qui est à 160,37. Est-ce que le GBP Yen peut en sortir avant la Fed? Vous savez quoi, lui aussi va se maintenir en range. Alors, pour l'instant, c'est vrai que franchement, ça fait range avant nouvelle impulsion baissière. Est-ce qu'on peut envisager de vendre la résistance, la partie haute du range? Je dis pourquoi pas, mais attention à la vol ce soir. Si vous mettez le stop juste au-dessus, le marché peut aller vous chercher et puis après retomber, hein. Donc c'est toujours le même problème. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça fait range avant nouvelle chute baissière. Et à terme, de toute façon, moi j'estime que les paires en yens ont de toute façon gros potentiel de baisse. Donc GBP Yen s'est mis en range, voilà, un beau range là que. Alors je vous ai posté le graphique de Brown Teddy. Voilà, donc Sébastien Latécac revient donc sur l'USD CAD en disant que il a pris la position avec zéro levier, donc c'est peut-être aussi ça, une des façons finalement de vouloir exploiter la volatilité réalisée d'une séance de banque centrale, c'est de limiter l'exposition en termes de volume. Parce que le fait de ne pas utiliser d'effet de levier vous permet clairement de faire face à 300-400 pips de vol réalisé, c'est-à-dire l'écart qui va séparer, le range balayé par les prix sur la séance. Et avec un effet de levier même de 10, franchement, c'est l'échec direct quoi, pour le capital. Alors, il est où GBP Yen là? Il est là. Et n'oublions pas demain donc la Banque d'Angleterre. Franchement, c'est peut-être avec Banque d'Angleterre que demain GBP Yen chutera. Voilà, allez, il est 9h10, donc je vous laisse. Dans 5 minutes, c'est le début du Good Morning Order avec Sylvain. Et donc, moi, je vous retrouve à 11h pour le morning meeting. Bon, on prendra plus de recul. On va essayer de scénariser. Et puis, en début d'après-midi, je reviendrai sur les chiffres de l'inflation aux États-Unis publiés à 13h30. Voilà, où on va avoir un premier coup de semonce de vol avant d'avoir ce soir le gros entre 19h et 20h. A tout à l'heure, merci beaucoup.